Qu'être positif, déjà, c'est une nécessité, mais c'est aussi un optimisme personnel qu'on peut tous entretenir, toute cette effervescence, toute cette volonté des chefs d'entreprise d'avancer malgré les difficultés, malgré les événements qui peuvent nous ramener un petit peu vers le bas, les surmonter et faire preuve de résilience. À partir du moment où on est mutualiste, quand vous dites mutualiste, c'est presque un pléonasme avec positif. On sait qu'on finira par en sortir. En fait, c'est une nature. Moi, je suis toujours positive. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et puis surtout, je n'ai pas de rendez-vous pour faire une chimio la semaine prochaine. Donc rien que ça me rend positive. Rester positif, c'est l'aspect innovation, c'est l'aspect mutation technologique. On est dans une période où il y a plein de formats à faire évoluer. On est boosté par le projet que l'on fait pour les jeunes. Il y a des choses à faire pour les jeunes avec la transmission de beaux éléments de culture et de belles valeurs. Nous, on continue à être positifs tout simplement parce que la vie reprend, les activités reprennent et donc on a plein de voyageurs dans nos bus, trams et métros. Je pense qu'il faut rester positif parce qu'on rend service au territoire et l'intérêt pour Action Logement, c'est d'accompagner un peu ces jeunes actifs, ces jeunes alternants à accéder à un emploi. Aujourd'hui, on voit plein de gens avec des questionnements autour de l'énergie, des matières premières, une volonté de trouver des idées, des solutions. L'artisan, c'est dans sa nature d'être positif. L'artisan, on l'a vu pendant le Covid, il a toujours réussi à se remettre en jeu, à innover, à se mettre en avant. Alors, chez Veolia, on reste positif. On sait qu'il est encore temps d'éduquer et de faire de la pédagogie autour des questions environnementales. Alors on est hyper inquiets pour l'environnement, on l'est tous. Et aujourd'hui, on reste positif parce qu'il y a plein de belles initiatives. Tweed, les fontaines à eau, donnent accès à l'eau pour tous pour réduire la bouteille en plastique qui pollue nos océans. Et ça, c'est positif. Nos clients, tous les matins, ils nous donnent la pêche, ils nous donnent le sourire. Et nous, on va essayer de les accompagner pour qu'ils puissent être des entrepreneurs heureux. J'ai envie de renverser la question. Pourquoi on ne serait pas positif ? Évidemment, responsable fait référence et nous renvoie à la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, à notre responsabilité à tous, mais on a voulu, à travers cette rubrique, partager un certain nombre d'initiatives, de projets, d'entreprises qui sont membres de la communauté des partenaires de Lyon Positif et qui, à un degré ou un autre, s'investissent, laissent un impact particulier dans notre quotidien. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet ô combien essentiel, sur lequel il y avait aussi besoin de beaucoup de pédagogie et de compréhension. C'est évidemment l'eau. Et pour ça, je vais accueillir Cyril Chassagnard, qui est le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Veolia Eau, pour nous parler à la fois de ces sujets importants, mais aussi comprendre comment une entreprise mondiale intervient concrètement et au plus près du terrain sur ces enjeux. Cyril Chassagnard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre et de participer à cette émission. On avait en effet envie d'avoir le retour d'un expert et d'un spécialiste sur ces questions qui sont des questions complexes, les sujets de l'eau, en lien avec tout ce qu'on a évoqué, la question de la transition écologique évidemment, et de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress hydrique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi l'eau concrètement est un enjeu majeur dans le monde, mais aussi évidemment dans notre région? Alors, j'ai envie surtout de parler de la France, où l'eau est réellement aujourd'hui un marqueur du changement climatique. Pour vous donner quelques chiffres, 2019 et 2020 ont été les 2 années les plus chaudes en France depuis 1900. Et parmi les 10 années les plus chaudes depuis 1900, de tous les temps, 9 se sont produites depuis 2003. Donc à l'échelle, je dirais, d'une génération, aujourd'hui, on voit clairement une évolution évidemment du climat, et ce climat a un impact direct en France sur les ressources en eau. Il y a quelques années, je travaillais en Côte d'Or, dans les années 2000, et lorsqu'on me posait la question de savoir si en France on manquait d'eau, je répondais non. Quand on parle des problèmes de ressources en eau, c'est dans les pays en voie de développement, c'est dans des pays où il y a des températures extrêmes et où il pleut très peu. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je ne dis plus ça. Et aujourd'hui en Côte d'Or, l'endroit où je me trouvais dans les années 2000, où je n'étais pas très inquiet pour les ressources en eau, aujourd'hui on commence à manquer d'eau sur certaines communes. Ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'aussi, on a besoin de pédagogie, de le comprendre. Alors souvent, d'ailleurs, quand on est touriste tout l'été, on constate que certains ruisseaux, rivières, etc., voilà. Mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière en termes d'impact sur les nappes phréatiques. Et alors, dans le Rhône, concrètement, ou à Lyon, est-ce qu'on a aussi cette difficulté qui se profile, ce qu'on appelle ce stress hydrique, c'est-à-dire la rareté et la pénurie d'eau qui nous guette? Des études très sérieuses montrent qu'en 2050, le débit du Rhône aura baissé de 30%. Il y a aussi un impact important sur le Rhône en particulier par rapport à d'autres fleuves liés aux montagnes et aux glaciers. Donc 30% d'eau en moins en période d'étiage, c'est des nappes d'accompagnement du Rhône qui seront beaucoup plus basses, c'est des micropolluants qui seront plus concentrés.
un tiers de plus, puisque pour la même quantité de polluants, il y aura un tiers d'eau en moins. Donc ça veut dire qu'en 2050, dans la région lyonnaise, dans l'ensemble des communes qui longent le Rhône, on se retrouvera certainement avec des difficultés d'approvisionnement. Alors, pas des difficultés du jour au lendemain où d'un seul coup plus personne n'a d'eau évidemment, mais avec des crises de plus en plus fréquentes à gérer où il faudra ponctuellement apporter des ressources venant d'un peu plus loin pour faire en sorte que les citoyens consommateurs aient toujours de l'eau potable au robinet. Oui, parce qu'on l'oublie, hein, mais tourner son robinet et avoir de l'eau propre, consommable, utilisable, c'est quand même à la fois de la magie, une merveille et une prouesse technologique importante. On y reviendra un petit peu parce que la question qu'on se pose, et je suppose que c'est celle que se posent aussi des gens avec nous quand on vous écoute, parce que tout d'un coup on est, en tant que citoyen ou consommateur, interpellé. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, comme individus, et puis j'allais dire peut-être encore plus au niveau des entreprises, pour d'abord peut-être prendre conscience et lutter contre ce risque de pénurie de l'eau? Alors je dirais qu'il faut continuer à économiser l'eau. Depuis le début des années 90, on voyait les consommations d'eau en France baisser en moyenne de 1% par an. C'était à peu près régulier, à la fois par l'effort des usagers, à la fois les efforts des entreprises. Et depuis 2015, en fait, ce phénomène s'est arrêté. Et on voit même les consommations d'eau reprendre une certaine progression. Alors, c'est évidemment lié au stress hydrique et au climat qui fait qu'il y a certaines périodes de l'année où on doit consommer plus d'eau que d'habitude. Donc il faut continuer à prendre soin de l'eau, à chercher à l'économiser. Il faut continuer à mettre des chasses d'eau à double bouton. Il faut continuer à essayer de se doucher un peu moins longtemps, à mettre des réducteurs de pression partout dans la maison. Et il faut que les entreprises aussi continuent à faire des économies d'eau. Alors ce qu'elles font, elles sont d'ailleurs poussées par l'État pour limiter leurs prélèvements, pour réutiliser leurs eaux sales dans leur process de fonctionnement, et puis aussi faire en sorte d'avoir des process de plus en plus vertueux et économisant au maximum l'eau. Je crois d'ailleurs qu'un des vrais enjeux, parce que quand on parle de l'eau, on parle effectivement de la manière dont on la transporte, dont on la traite, et donc ça passe souvent par des tuyaux, pour faire simple. Le vrai enjeu aujourd'hui, ce sont peut-être nos équipements, tous ces tuyaux qui ont parfois 40, 50, 60 ans, et le travail prioritaire, et c'est comme ça que vous accompagnez aussi certainement vos clients et les entreprises, c'est de lutter contre les fuites, tout simplement. Alors ça, c'est un sujet très métier, je dirais, pour les distributeurs d'eau comme moi, de faire en sorte que les réseaux d'eau potable soient de moins en moins fuyards. Donc vous avez des canalisations qui sont enterrées à 1 mètre de profondeur depuis des décennies, parfois même une centaine d'années. Donc c'est normal qu'elles fuient, sauf que ces fuites, il faut les s'identifier, les trouver le plus vite possible et les réparer aussi le plus vite possible. Donc c'est vraiment un enjeu aujourd'hui du métier, de faire en sorte que les réseaux soient de moins en moins fuyards. Alors il faut bien sûr renouveler les canalisations. On est aujourd'hui sur une durée de vie moyenne de 150 ans où il faudrait viser 70 ans. Mais ça prendra du temps et beaucoup d'investissements. Et il faut aussi que les distributeurs d'eau mettent des moyens importants sur la détection des fuites. Et c'est parfois mettre des sortes d'oreilles acoustiques qui viennent écouter le bruit sur le réseau et identifier au mètre près la position à laquelle on peut trouver une fuite. Il y a à la fois des choses très technologiques, puis je sais aussi, je ne sais pas si c'est anecdotique, mais je crois savoir qu'on fait aussi travailler, qu'on recherche avec l'odorat du chien, qu'il y a des chiens qui peuvent contribuer à détecter des fuites, notamment dans des milieux hostiles ou à la campagne ou en pleine nature, c'est ça? Tout à fait. Alors, donc l'innovation n'est pas que digitale. Et aujourd'hui, dans une des dernières innovations de recherche de fuite, on utilise des chiens qui ont un odorat évidemment très développé et en fait qui perçoivent la très faible odeur de chlore qu'une fuite d'eau peut propager dans le sous-sol. Donc on a eu des expériences là, depuis 2 ans très prometteuses permettant d'accéder, alors souvent en milieu rural, dans des champs, dans des bas-côtés, et d'accéder à des fuites qui étaient complètement inidentifiables par des technologies habituelles. Alors je me tourne vers nos invités qui sont là comme moi, à la fois comme consommateurs et usagers. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, qu'est-ce que représente l'eau peut-être pour vous? Et puis comment vous imaginez soit pouvoir contribuer? Quelles questions on aurait à l'expert qui est avec nous aujourd'hui? On traite très souvent le sujet de l'eau avec Flush. Évidemment, moi j'ai bien une idée en tête pour réduire la consommation d'eau potable. Ce n'est pas que la mienne, c'est celle évidemment de l'assainissement, puisqu'on utilise de l'eau potable pour les toilettes. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire différemment? Alors parce que les réseaux d'eau potable coûtent très cher. Et en fait, le fait de doubler des réseaux, d'avoir chez soi, on l'a souvent imaginé, mais étudié, d'avoir un réseau qui apporterait de l'eau potable pour les usages domestiques et alimentaires, et une eau non potable
pour la chasse d'eau par exemple ou le jardin, est économiquement impossible parce que ce qui coûte le plus cher dans un service d'eau potable, ce sont les canalisations d'eau potable. Alors quand on les a posées dans les années 50 ou 60, j'irais un peu à la va-vite, ça ne coûtait pas très cher. Aujourd'hui, c'est parfois plus cher de renouveler l'ensemble d'un réseau d'eau potable que de faire une usine de traitement d'eau potable. Donc malheureusement, c'est une fausse bonne idée d'essayer d'apporter deux réseaux et deux eaux différentes au domicile du consommateur. La qualité de l'eau qu'on boit, c'est vraiment essentiel, hein. Il y a un certain nombre de normes très très strictes et on est heureux de tout ça. Je sais que ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays et justement par rapport à ce sujet, cette eau un peu usagée, bien assainie, elle est quand même réutilisée, soit pour nettoyer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un curseur à trouver dans les normes qu'on nous impose pour régler un problème qui est quand même un problème mondial? Oui, alors ça c'est la réutilisation des eaux usées traitées, mais qui n'a pas vocation à être réutilisée au logement du particulier, puisque ça coûterait très cher de ramener cette eau chez lui depuis la station d'épuration. Mais par contre, aujourd'hui, il y a un vrai sujet en France. On ne réutilise pas suffisamment les eaux usées traitées, par exemple pour irriguer le champ qui se trouve à côté de la station d'épuration, pour que les camions de nettoyage de la voirie de la commune viennent s'approvisionner en eau usée plutôt qu'en eau potable pour ensuite nettoyer la voirie, parce que la réglementation française est assez protectrice, notamment pour la santé des personnes pouvant se trouver à proximité d'une eau usée, traitée, réutilisée, par exemple pour l'arrosage. Mais je pense qu'on va faire des progrès dans les années qui viennent. Pour donner un chiffre, en France, moins de 1% des eaux usées sont réutilisées, quand en Espagne, c'est 14%, quand en Israël, c'est 80%. Donc on a une marge de manœuvre et une marge de progrès très importante sur ce sujet. Pour le coup, la contrainte peut être source de créativité et d'agilité quand même. Tout à fait. Alors Jean, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire Frédéric, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais je le dis quand même. C'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression, quand on entend ces nouvelles-là, qui sont objectives et qui sont rationnelles et qui sont véridiques, en fait, on réalise petit à petit la fragilité, mais plus que la fragilité, la limite de notre espèce humaine. C'est-à-dire qu'on est la première, sans doute, génération à vivre dans la conscience pleine de la possibilité de l'extinction globale de notre espèce elle-même. Ça, c'est inédit dans l'histoire de la pensée tout court. Donc moi, ce que j'ai envie de partager, une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a un peu plombé l'ambiance, Frédéric, merci. Merci. L'idée, c'est que quelqu'un qui est aux premières loges comme vous, ma question sera simple et à la fois un peu gigantesque, c'est quelles sont les bonnes raisons d'espérer de votre point de vue à vous? Qu'est-ce qui vous donne de la patate? Qu'est-ce qui vous donne l'envie d'espérer quand même, malgré ces trucs qui sont complètement objectifs et véridiques? Alors la première chose, c'est qu'il y a toujours de l'eau sur Terre. Voilà, le problème, ça sera sa répartition et avoir de l'eau au bon endroit. Donc déjà, je fais un métier qui n'est pas en voie de disparition parce que de toute façon, l'eau existe toujours dans la même quantité, sauf qu'elle se déplace. Si les glaciers fondent, on retrouvera plutôt cette eau dans les océans. Il faudra la dessaler, mais les océans seront toujours pleins d'eau, même si cette eau coûtera cher à traiter et éventuellement à acheminer. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a encore des marges de progrès gigantesques sur notre façon d'utiliser l'eau, de consommer l'eau, de réutiliser l'eau. Donc on peut, peut-être que dans 100 ans, on vivra avec 3 fois moins d'eau qu'aujourd'hui pour produire notre alimentation, pour produire nos vêtements et nos biens de première nécessité, et aussi pour notre propre bien-être. Alors c'est vrai que du coup, dans cette rubrique qui parle de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, ça prend peut-être encore plus de sens. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette logique, ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être? Comment est-ce qu'on fait face à ce que rappelait les terribles enjeux, la conscience qu'on en a, et en même temps la nécessité vitale de trouver l'eau? C'est quoi la raison d'être d'une entreprise comme la vôtre aujourd'hui? Alors, Veolia s'est doté d'une raison d'être dès 2019 après la loi Pacte, et d'ailleurs, je pense que ça fait partie des entreprises qui réclamaient cette loi, peut-être sur un constat qu'on a la chance de faire chez Veolia, c'est que les gens ne travaillent pas chez Veolia sans raison, on choisit de travailler chez Veolia parce que c'est une entreprise qui travaille dans les services à l'environnement, c'est parce que c'est une entreprise qui produit de l'eau potable, qui traite des eaux usées avant de les reverser dans le milieu naturel, qui traite des déchets aussi, qui recycle des déchets. Donc ça a été extrêmement, je dirais, facile, et c'était un besoin exprimé par les salariés que l'entreprise se dote d'une raison d'être. Alors on n'a pas à chercher très loin, on a utilisé les objectifs de développement durable qui sont très bien faits et qui sont exhaustifs.
et en se disant que finalement, un salarié de Veolia, il a envie de contribuer au progrès humain à travers son activité. Et donc cette raison d'être, on l'a mis en œuvre assez naturellement. Et en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en considérant que la performance de l'entreprise et la performance des managers et la performance des salariés n'était pas qu'une performance financière, mais c'était aussi une performance sociale, sociétale, environnementale, vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de l'ensemble de la société. Des initiatives très concrètes qui ont été mises en place et vous êtes même pionnier sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous voulez en livrer une ou deux peut-être? Oui. Alors culturellement, on est une entreprise avec des salariés très engagés. On a développé la RSE très tôt, à la fois parce que les salariés avaient exprimé une demande d'aligner ce qu'ils sont dans leur vie de tous les jours et dans leur vie aussi professionnelle. Et à la fois aussi parce qu'on répond à des marchés publics dans lesquels les collectivités nous challengent sur l'ancrage territorial de l'entreprise, sur l'engagement et la contribution à toute l'activité locale. Alors je vais vous donner quelques exemples qu'on a développés, qu'on a inventés sur la métropole de Lyon. Premièrement, tous les ans, on fait une semaine solidaire, c'est-à-dire qu'on offre à l'ensemble des salariés qui sont présents sur la métropole de Lyon une journée qu'ils peuvent consacrer à une association. On répertorie un certain nombre d'associations qui sont intéressées par le fait qu'on leur mette à disposition des salariés de Veolia pendant une journée. Et ensuite, chaque salarié s'inscrit et choisit. En général, on a entre 5 et 10 associations pendant la semaine dans lesquelles les salariés peuvent piocher. L'intérêt pour le monde associatif, finalement, il est double. On pensait d'abord surtout qu'on allait leur apporter de la main-d'œuvre, entre guillemets, pour les aider à repeindre les appartements. Par exemple, on a travaillé avec le refuge il y a 2 ans, les appartements qu'ils mettent à disposition des jeunes qui sont chassés de chez eux. Mais il y avait aussi un intérêt pour ces associations d'être écoutées, en fait, et d'avoir des salariés d'entreprises privées qui viennent écouter et comprendre à quoi sert l'association. Alain Mérieux a créé il y a 3 ans une association qui s'appelle l'Entreprise des possibles, sur le constat qu'un certain nombre d'entreprises de la métropole de Lyon voulaient œuvrer vis-à-vis des plus démunis. D'ailleurs, elle a été très active pendant le premier confinement où un certain nombre de personnes se sont retrouvées dans la rue alors que plus personne ne traversait les rues de Lyon, et il a fallu rapidement les loger et s'occuper d'eux. Et l'entreprise des possibles, en fait, a un mode de financement autour du don de congés. Et donc on a sollicité nos salariés pour leur proposer de donner des congés non utilisés pendant l'année et les mettre en disposition de l'association sous forme d'euros, évidemment, en transformant ces congés non pris en somme d'argent. Et ça a été un succès, en fait, qui a été assez impressionnant. On a une centaine de salariés qui ont donné entre 1 et 1 jour et demi de congé, alors même que dans l'entreprise, on dispose d'un plan épargne-retraite dans lequel les salariés qui ne prennent pas leur congé ont l'habitude d'en mettre. Comme quoi la solidarité, c'est aussi du concret, du quotidien. Et c'était important. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ces vrais enjeux, de ces vrais sujets, et puis de donner du sens et du concret à cette fameuse RSE dont parfois on ne connaît pas grand-chose. Merci beaucoup et à très bientôt.